Bonjour et bienvenue dans la formation Vélotrafic. Ceci est la partie pour les moniteurs. Le but de cette formation, c'est de vous offrir une série de bases pour devenir un moniteur ou une monitrice de Vélotrafic, également pour créer vous-même votre propre formation localement si nécessaire. Alors on va se poser la question de l'ambition et des objectifs. Est-ce que vous souhaitez par exemple être moniteur uniquement pour créer un cours dans votre commune? Ou bien c'est pour rejoindre une équipe existante? Est-ce que le but c'est de faire aussi beaucoup de formations ou c'est de faire une seule formation parce que vous avez décidé de cibler un public très particulier? Il faut voir aussi quel genre de public, hein. Nous on s'ouvre à absolument tous les publics qui sont évidemment des adultes ou dans certains cas des adolescents. Alors le but du cours ici, c'est de vous offrir un panorama sur les bases, notamment qu'est-ce qu'on attend du moniteur, savoir aussi comment ça va se passer avec les élèves. On parlera évidemment des aspects légaux, des aspects d'assurance, et il y a tout un volet notamment sur le code. Et en cette matière, on a une autre vidéo qui brosse un petit peu tous les panneaux du code de la route qui intéressent les cyclistes. Et cette vidéo, on la transmet aussi aux élèves, on leur demande de la prendre avant. C'est important de savoir qu'on a tout ça. Alors comment ça se passe une séance de vélotrafic? Généralement, nous on travaille le temps d'une après-midi ou d'une demi-après-midi, ça dure quelques heures. Il y a surtout des gens qui sont très craintifs parce qu'ils ont eu soit un accident, soit de grosses frayeurs, et ils viennent ici aussi pour être rassurés. Et nous, en tant que moniteurs de vélotrafic, ben, la première chose qu'on peut leur enseigner, c'est comment se comporter convenablement pour que ça se passe bien. Il faut savoir que le moniteur ou la monitrice est une personne qui est souvent crédible, tout simplement par son expérience, l'assurance dont elle fait preuve dans la circulation. Mais notre but, c'est surtout de transmettre cela en se mettant évidemment au niveau des élèves. Donc tout l'enjeu du cours, ça va être d'être suffisamment empathique, suffisamment à l'écoute de tout le monde pour que ce ne soit pas un baratin d'un type qui leur a raconté des choses tout à fait décalées avec leur propre vécu, mais au contraire que ce soit la base d'un échange fructueux qui fasse progresser les élèves. Notre objectif est atteint si à la fin de la séance vélotrafic, les gens sont super heureux, super motivés et peuvent aller en toute confiance dans le trafic parce qu'ils ont acquis les bonnes manières de faire. Et ce qu'on vous offre ici, c'est vraiment un cadre général qui vous permettra de rentrer dans la peau du bon moniteur de vélotrafic. Maintenant, sachez aussi qu'il n'y a pas qu'une bonne manière de faire, donc c'est pas parce que moi je vous parle d'une seule façon qu'il n'y a que cette façon-là qui marche. Il y a plusieurs façons, heureusement, de transmettre un enseignement. Donc voilà, vous trouverez petit à petit aussi par votre propre pratique d'enseignement la bonne manière et le bon ton pour être tout à fait convaincant et tout à fait pertinent dans la manière de mener le cours. Alors ici, on va aborder la question du bon et du mauvais cycliste, comme il y a le bon et le mauvais moniteur. On verra ça juste après. La première question pour être un bon cycliste, d'abord c'est tous les aspects matériels, c'est que le vélo soit à la bonne taille, qu'il fonctionne bien, que les équipements soient là. Donc si on roule dans le noir sous la pluie, qu'on ait ce qu'il faut. Donc généralement dans le cours, la première chose qu'on va vérifier c'est ça. Comme ça au moins c'est fait et on peut évacuer la question. Il y a l'autre question, c'est la connaissance des règles, c'est aussi le fait d'appliquer les règles. Il ne suffit pas de savoir qu'un feu rouge, il faut s'y arrêter, ben, il faut évidemment le faire. Mais les choses sur lesquelles on va mettre le plus l'accent, ça va être tout ce qui est le comportement et l'attitude dans la circulation. Il faut savoir par exemple que la circulation, c'est potentiellement un environnement conflictuel. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en être complètement accablé, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rentrer dans une logique de combat vis-à-vis des automobilistes en criant et en insultant tout le monde. Non, il faut simplement être conscient que potentiellement, voilà, c'est un environnement conflictuel. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles, il y a des gens qui ne vont pas vous respecter en tant que cycliste, mais ça ne doit pas pour autant vous déstabiliser et ça doit justement vous permettre de continuer à circuler normalement et en toute sécurité. Donc on va beaucoup travailler et beaucoup parler des questions d'anticipation des erreurs des autres ou anticiper en gros tout ce qui peut se passer
Donc bien savoir que dans un carrefour où il y a une piste cyclable complètement séparée, ben, vous êtes invisible des voitures qui tournent à droite en venant de la rue principale. Donc vous devez avoir le réflexe d'aller regarder du côté de la route. Dans un rond-point, vous devez aussi savoir que parfois les gens risquent de vous dépasser en faisant une queue de poisson. Voilà, connaître les situations potentiellement conflictuelles pour savoir exactement quelle attitude nous devons adopter pour assurer notre propre sécurité. Ça va être généralement ça qui sera l'objet du cours. Et puis l'attitude générale, c'est par exemple la courtoisie vis-à-vis des piétons. On ne traverse pas sous le nez des piétons. Au contraire, on laisse passer les piétons, même avec un grand sourire et un geste. C'est des petites choses, mais qui peuvent faire énormément de bien à tout le monde. Alors un bon moniteur, c'est quoi? La première chose, c'est notamment être exemplaire, parce que simplement il y a une dimension de mimétisme dans ce que font les cyclistes dans la circulation. On sait qu'il y a des comportements qui sont hérités de ce que les gens voient. Et si devant les élèves on dit non mais ici tracasse pas, les stops on s'en fout, là on peut griller le feu, il n'y a personne, c'est pas grave, moi je le fais tout le temps, etc. Bien forcément là il ne faut pas s'étonner que les élèves vont adopter ce comportement, il aura une certaine légitimité à leurs yeux. Et ça, c'est a priori pas nécessairement ça qu'on veut. Il y a un autre aspect aussi, c'est que si jamais pendant le cours vous avez des automobilistes qui frôlent le groupe ou qui mettent en danger, si le moniteur commence à péter les plombs, à insulter le gars dans sa bagnole, etc., ça peut faire vraiment du dégât aux yeux des élèves. Je crois qu'on va vraiment gagner des points en maîtrise de soi, en courtoisie, en étant 5 ou 6 fois plus courtois ou plus exemplaire qu'on l'est déjà dans la vie normale. Il doit aussi avoir toutes les qualités qu'on avait dit dans l'intro, c'est-à-dire notamment l'empathie, se mettre au niveau des élèves, écouter leurs ressentis et comprendre que ce qui est facile pour nous n'est pas nécessairement facile pour les élèves. Donc s'assurer qu'ils aient bien compris les instructions. Alors un ami positif, tout simplement, même si le GRAC c'est un mouvement militant, c'est très difficile de donner cours vélo-trafic en disant ah mais ici regardez c'est bourré de trous, les aménagements sont vraiment pourris parce que la commune c'est des gros nuls, ils font rien pour le vélo, les automobilistes c'est tous des salauds, ils nous respectent pas, etc. Ça va être très très mal perçu, c'est pas accueillant, ça donne pas envie de faire du vélo. Alors c'est peut-être en quelque sorte une réalité, mais au contraire, disons simplement, voilà, je suis là pour vous enseigner à circuler, à vous débrouiller dans l'infrastructure, même si elle est loin d'être parfaite, hein, il y a encore ceci qui pourrait être amélioré, et le GRAC et ses sections locales s'y emploient, vous pouvez les encourager à rejoindre les côtés les plus militants du GRAC en faisant partie de la vie de la section locale ou ailleurs où ils seront utiles. Mais voilà, donc on va essayer de ne pas dénigrer ou de ne pas être non plus trop négativiste dans le discours, et ça peut faire beaucoup de bien. Autre chose aussi, les mises en garde dramatiques, voilà, je préfère parler de risque que de danger. Tout simplement en disant, voilà, vous abordez un rond-point, mais il faut simplement savoir qu'il y a des risques. C'est que par exemple, un automobiliste qui s'engage ne ralentisse pas parce qu'il ne vous a pas vu. Voilà, donc c'est un risque à savoir. Et donc, quand vous parlez de risque, vous savez qu'il y a une action qu'on peut faire, c'est anticiper un freinage au cas où la personne ne nous a pas vu. Si vous dites, attendant, ça c'est un rond-point super dangereux, ou ceci c'est le carrefour de la mort, évidemment, ça va créer un ressenti très négatif chez certains élèves, et certains, ça peut vraiment les braquer. Donc on fait attention aussi aux mots qu'on utilise, à l'attitude qu'on a, et tout ça fait partie de l'attirail du bon moniteur. Petit résumé des 5 facteurs qui nous semblent les plus importants pour assurer notre sécurité. Alors l'infrastructure, c'est celui auquel tout le monde pense. C'est des pistes cyclables, des logos au sol et des choses comme ça. Voire des routes extrêmement planes, sans trous et tout ce qu'il faut, bien éclairées hors des villes et toute la suite. C'est aussi tout le travail de militantisme pour sensibiliser à tous les niveaux. Et là, évidemment, ce n'est pas quelque chose sur lequel l'usager individuel peut agir. C'est quelque chose qui a tendance à s'améliorer au cours du temps. Mais voilà, en gros, on fait avec. Le code de la route, ça évidemment, c'est quelque chose qui contribue à la sécurité des cyclistes. Quand on parle code de la route, on parle bien ici du texte législatif qui s'applique à l'ensemble du territoire belge. C'est de dire par exemple qu'une piste cyclable est prioritaire par rapport à toute voie qui la coupe. Ou de dire que les mobylettes de tel ou tel calibre ne sont pas autorisées à circuler sur une piste cyclable en trottoir pour des questions de danger, etc.
C'est des choses sur lesquelles l'usager individuel n'a pas directement de prise, il faut simplement bien connaître les règles, savoir les appliquer. Ne confondez pas le code de la route avec les aménagements. Donc le code de la route, il indique simplement le fait qu'il existe le principe du sens unique limité. Après, c'est à chaque commune de déterminer si oui ou non elle ouvre une rue à la circulation des cyclistes dans les deux sens. Donc là, c'est vraiment de l'aménagement, c'est de la décision qui relève des pouvoirs locaux. Le comportement des autres usagers de l'espace public, alors évidemment, là, on a bien mis que ça nous échappe largement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la tête de chaque usager individuel. Et pour le dire de manière la plus prosaïque possible, si l'usager motorisé a décidé de nous écraser, ben, il n'y a rien qu'on pourra faire, il viendra nous écraser. Heureusement, ça n'arrive pas tellement que ça n'arrive même pas du tout. Et évidemment, il y a tout un travail de sensibilisation via les campagnes de sécurité routière, via toute une série d'actions pour y résoudre. Mais voilà, ça ce n'est pas vraiment l'objet du cours vélo-trafic, donc il faut simplement être conscient que ça existe, puisque c'est un des facteurs de la sécurité, mais ce n'est pas celui-là qu'on pourra résoudre le temps du cours vélo-trafic. Quatrième point, la qualité du vélo qu'on utilise. Ça c'est clairement un point sur lequel les gens peuvent agir. C'est par exemple avoir un vélo à la bonne taille. Ça a l'air de rien, mais à chaque formation vélo-trafic que je donne, on doit faire remonter la selle d'à peu près la moitié des participants. C'est peut-être moins une question de sécurité, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil. Alors évidemment, tout ce qui fait partie des obligations du code, notamment la sonnette, les équipements de lumière et de catadioptre, on a toute la documentation là-dessus, ben, c'est essentiel et donc on doit aussi pouvoir faire prendre conscience que c'est pas juste pour faire plaisir aux policiers ou pour se conformer à des règlements plus ou moins tatillons et absurdes. Non, ce sont vraiment des choses qui peuvent améliorer de manière active notre sécurité. Et petit point au passage, n'oubliez pas que tout ce qui augmente votre visibilité, par exemple le gilet, c'est vraiment de la prévention. Ça évite d'avoir un accident. C'est simplement le fait d'être vu. Alors qu'un casque, c'est juste si vous avez un accident, c'est essayer qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Le mieux, c'est de commencer par ne pas avoir d'accident. Si vous pouvez faire les deux, tant mieux. Hein, mais voilà, soyez conscient de tout ça et n'hésitez pas à transmettre le message. Dernier point, voilà, c'est les qualités du cycliste. Donc tout ce que j'en ai déjà dit dans les slides précédents. Alors une séance vélo-trafic, comment ça se passe dans la pratique? Nous, on a une formule qui marche pas trop mal, qui est rodée depuis un bon paquet d'années. C'est essentiellement la partie théorique où on va parler de tous les conseils, c'est quoi un bon vélo, c'est quoi le code de la route, c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir. Donc on leur explique il faut anticiper. Ça c'est vraiment la partie, pas dire bourrage de crâne, mais c'est une partie un petit peu austère qui consistera beaucoup à parler devant les élèves. Alors là, vous avez déjà compris que si vous leur balancez tout le paquet et que vous faites un monologue de 3/4 d'heure, c'est clair que tout le monde va décrocher. Donc, soit il faut être extrêmement minimaliste dans ce qu'on dit, soit il faut le distiller tout au long du cours pour pas faire des pavés à retenir parce que les gens ne sont pas vraiment venus pour ça, ils ne sont pas toujours préparés à ça. Ce qu'on a essayé maintenant, c'est d'envoyer une vidéo avec la partie code de la route, comme ça ils peuvent l'apprendre calmement à la maison et généralement ça se passe pas trop mal. Les premiers retours qu'on en a eu ici en 2020, c'est que les élèves l'avaient vu et ils venaient déjà avec des questions. Et donc ça c'est très positif parce que ça veut dire qu'ils ont commencé à bien intégrer la matière et s'ils posent des questions, oui c'est parce qu'il y a toujours des questions sur des choses qu'on ne peut pas montrer dans une vidéo très courte. Donc ça c'est beaucoup plus sain et ça limite la longueur du cours, en tout cas dans sa partie ex cathedra. La deuxième partie essentielle du cours, ça va être toute la partie exercice pratique. Alors là, on va expliquer dans quelques minutes comment est-ce qu'on s'y prend, mais en gros, c'est que vous avez un endroit tout à fait hors du trafic où vous faites vos exercices. Donc nous, on le fait dans un parc. Le but, c'est surtout que les élèves prennent confiance dans la maniabilité de leur vélo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup d'élèves arrivent au cours avec un vélo auquel ils ont rarement touché. Parfois, ils arrivent avec des vélos tout neufs, ils viennent de l'acheter et ils n'osent pas encore vraiment rouler. Ou ils viennent avec des appréhensions terribles, du genre il m'est absolument impossible de regarder derrière moi en roulant ou de lâcher une main, ça va être catastrophique. Et que souvent, ils vont se rendre compte, après quelques dizaines de minutes d'exercice,
qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Alors peut-être la première ou la deuxième fois, ils vont avoir très peur et puis ils vont se rendre compte qu'en fait, ça va, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. C'est tout simplement qu'il y a un blocage psychologique chez la majorité des gens. La quasi-totalité de vos élèves sont capables de réaliser les exercices. Mais c'est un petit déblocage qu'il faut réussir à faire. Donc votre mission en tant que moniteur ou monitrice, c'est justement de prendre conscience que ce qui est facile pour nous en tant que cyclistes expérimentés, ça ne l'est pas du tout pour toute une série de gens. Et puis la partie que tout le monde attend dans le cours, c'est évidemment le moment où on se lance dans la circulation. Là, il y a quelques slides qui expliquent aussi comment est-ce qu'on s'y prend. Donc généralement, là, c'est que nous avons préalablement repéré un circuit et qu'on va faire rouler les élèves dans la circulation en conditions réelles. Pseudo-réelles parce qu'on est quand même souvent en groupe et que quand c'est un groupe, c'est un petit peu hors du commun. Tout le monde nous laisse passer plus que de raison. Mais ça aide énormément d'être comme ça en groupe et ce sera pour la plupart des gens leur première réelle confrontation avec le trafic en tant que cycliste. Donc il faut aussi comprendre que pour certaines personnes c'est très très difficile à se jeter à l'eau, mais en règle générale, d'après notre expérience, c'est que ça se passe toujours très bien. Et si je peux aussi vous donner une statistique, je n'ai pas connaissance d'un seul accident qu'on a eu dans une vélotrafic, ou alors peut-être une petite chute par-ci par-là, quelque chose sans gravité, mais en tout cas pas d'élèves qui se sont retrouvés broyés par une voiture. Un petit conseil, renoncez à vouloir tout dire, tout simplement parce que nous, en tant que militants du GRAC ou cyclistes expérimentés, ben forcément, on connaît tant et tant de choses sur la mobilité cycliste. On a également notre avis sur le bien fondé de tel ou tel aménagement ou de telle ou telle règle du code. On aurait envie de faire, dans certains cas, des conférences entières ou d'expliquer toutes les subtilités de la cohabitation entre cyclomoteurs et cyclistes sur les pistes, hein, parce que c'est extrêmement complexe. Vous connaissez les questions de limitation de vitesse et ce genre de choses. Bah justement, la règle, c'est que autant que possible, on s'abstient d'en mettre trop. Donc il faut mieux mettre à la rigueur un peu trop peu et que le cours soit compact et qui pose éventuellement des questions. C'est beaucoup mieux que de les assommer avec des heures et des heures. Surtout si c'est les questions de théorie ou des choses un petit peu abstraites qui ne visualisent pas directement. Historiquement, notre cours durait 4 heures, hein, c'était de 14 heures à 18 heures, et dans les faits, on a eu tendance, année après année, à essayer de le raccourcir parce que sinon c'est vraiment assommant, épuisant, et de toute façon, il y a un moment où les gens vont dire qu'ils ont des obligations et qu'ils doivent partir, alors ils partiront avant la fin, c'est pas le but. Donc, mais il faut trouver toujours le bon équilibre parce qu'il faut un petit peu raconter aussi la théorie et les questions d'attitude, elles sont assez fondamentales. Si on ne fait pas ça non plus, on les envoie au casse-pipe. Donc ça va être le vrai enjeu de la préparation du cours, c'est savoir bien doser. Une difficulté supplémentaire, c'est aussi selon le public. Si vous avez beaucoup d'adolescents dans le groupe, bah vous savez aussi que le blabla, c'est pas leur truc. Par contre, les exercices pratiques, ça ils adorent. Dans certains cas, par contre, avec des gens plus âgés et pas doués, vous pouvez aussi mettre un peu plus l'accent sur les exercices pratiques avant de les lancer en circulation. Donc le timing est aussi très variable, hein. Moi, c'est à chaque formation, chaque partie est plus ou moins longue. C'est pas réglé d'avance, tout simplement parce qu'on s'adapte au public du jour. Voilà, l'accueil des participants, alors bon, je lis pas les slides, mais vous avez compris l'idée, c'est que forcément vous avez une liste avec les gens qui ont réservé, certains ont payé d'avance, d'autres n'ont pas payé, voilà, donc on va éviter de passer trop de temps avec les parties administratives, et comme d'habitude, il y a des gens qui arrivent en avance et d'autres qui vont arriver en retard, donc à un moment, vous devez aussi décider si vous commencez sans attendre les retardataires, ou bien si... tout ça dépend du nombre de gens concernés. Par contre, on en profite, nous, pour vérifier l'état du vélo. Alors, les deux premières choses qu'on vérifie toujours, c'est la pression des pneus et les freins. En gros, qu'est-ce que je fais? Je tâte le pneu avant et le pneu arrière d'absolument chaque personne. Et si c'est trop mou, généralement, vous leur donnez un petit coup de main, vous les regonflez. Donc, prenez une bonne pompe avant. Et si les freins, si la personne n'a pas de bons freins, ça marche pas du tout. Alors, comment vous faites? Vous donnez une petite impulsion du vélo vers l'avant et vous freinez net. Avec le frein avant, si vous voulez tester le frein arrière, vous faites la même chose, mais vous faites en marche arrière. Donc vous prenez le vélo, vous poussez le vélo très fort en marche arrière et vous freinez bloc juste ensuite avec le frein arrière. Ça doit s'arrêter relativement vite. Si vous voyez que le frein coince, qu'il ne freine pas du tout ou quoi que ce soit, là il y a souvent un problème. Si vous voyez que la personne n'a pas de frein, qu'il manque un des deux freins, ça c'est potentiellement un critère d'exclusion au cours.
Dans certains cas, on peut dire aussi que la personne a un vélo qui n'est pas apte à faire le cours. Mais c'est surtout, on doit gérer surtout des situations limites avec des patins plats. Donc voilà, vous voyez aussi comment vous gérez la chose. Ça dépendra des circonstances. Alors au niveau de l'introduction, ben, c'est très simple, vous donnez votre prénom, vous dites que vous êtes le moniteur ou la monitrice de la vélotrafic du GRAC, et évidemment c'est le moment de créer un bon rapport avec les élèves. Veillez surtout à ce que votre voix porte bien et que les élèves vous entendent, y compris ceux du fond. Donc parfois il faut demander aux élèves de se regrouper un petit peu, car quand on est en plein air, parfois il y a du bruit ambiant, il peut y avoir du vent, il peut y avoir une voie de circulation intense pas trop loin. Donc toujours s'assurer que tout le monde soit vraiment bien connecté avec vous tout au long du cours. Alors là, vous pouvez déjà expliquer deux, trois bases. Expliquer déjà, c'est la vélotrafic du GRAC, donc c'est quoi le GRAC? Vous pouvez aussi faire un petit sondage à main levée, hein, donc qui est membre parmi vous de l'association, comme ça vous voyez déjà un petit peu si les gens savent ce que c'est que le GRAC. Alors vous pouvez dire deux mots, c'est pas le but du cours, mais vous expliquez, voilà, c'est une association qui défend le droit des cyclistes, il y a tout un volet sur la militance. Et puis vous entrez dans le vif du sujet en expliquant, voilà, le but de ce cours vise à vous aider, vous donner les clés, vous donner les bases, etc., etc. Vous brodez un petit peu et vous pouvez expliquer évidemment que pour les aspects pratiques, voilà, on aura une partie théorique, puis on aura une partie en circulation et on sera de retour à ce point-ci dans environ 3 heures par exemple. Ensuite, vous pouvez évidemment créer un dialogue avec vos élèves. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez aussi poser des questions en disant qui parmi vous a déjà de l'expérience à vélo, qui n'a jamais roulé vraiment à vélo dans la circulation ou qui a très très peur. Et là, vous allez voir tout de suite, il y a une ou deux personnes qui vont peut-être sortir du lot et vous expliquer que voilà, moi j'ai très très peur de rouler en cohabitation avec les bus, par exemple. Ou chez nous, il y a des gens qui ont très peur des rails de tram. C'est une crainte assez fréquente dans les villes où il y a des trams. Et d'autres, ça va être simplement voilà, une appréhension générale du trafic. Mais vous les laissez parler. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir si ce sont des gens qui viennent avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur, ou qui viennent plutôt par simple curiosité. Et voilà, vous pouvez au moins savoir que certains ou certaines dans le groupe ont besoin d'être un petit peu plus rassurés que d'autres. C'est très précieux comme info à savoir. Et alors après, vous essayez en cours d'après-midi de vérifier auprès d'eux si ces craintes sont occupées à disparaître. Faites quand même attention parce que si vous commencez à faire à la fois l'accueil et que ensuite vous expliquez c'est quoi le GRAC, le déroulement, etc. et que dans la foulée vous donnez tout le paquet de théorie, ça fait trop d'informations verbales à la suite. On limite un petit peu la partie du début et on va assez rapidement vers la partie des exercices. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens sont sur leur vélo, ils sont un petit peu plus joyeux grâce à ça parce qu'ils font de l'exercice et ils se dépensent. Et puis on revient un petit peu à de la théorie. Ou éventuellement, ce qu'on a fait aussi, c'est quand on va dans la circulation, à un moment on va s'arrêter quelque part sur une placette ou un endroit hors du chemin. Et là, on entame une petite leçon de théorie. Et puis on continue dans la circulation et on peut refaire une autre leçon de théorie un peu plus loin. Par exemple, expliquer des subtilités du code ou des choses pareilles. Ça évite de tout mettre en paquet au début et ça rend le contenu beaucoup plus digeste et beaucoup plus agréable parce que finalement c'est varié, on roule, on parle, on roule, on parle. Pour les exercices en site protégé, là ça fonctionne généralement avec du matériel. On utilise le stock de petits cônes en plastique, nos fameux chapeaux chinois. On a en général 2 ou 3 types de circuits que l'on va placer au sol et qu'on peut utiliser pour les différents exercices. Par exemple, vous faites 2 lignes de cônes en ligne droite, environ 80 cm entre les 2 cônes, et ça peut faire un exercice simplement où les élèves doivent rouler sur une ligne droite sans toucher les cônes. C'est un exercice d'adresse de base. Vous pouvez ensuite varier et vous demander de rouler en ligne droite en lâchant la main gauche pour signaler un changement de direction à gauche. Ensuite, vous les faites repasser une seconde fois, cette fois-ci vous faites lâcher la main droite. Avec la ligne droite, on peut également faire l'exercice du freinage d'urgence. Vous leur expliquez que vous allez vous placer quelque part à proximité de la fameuse ligne droite. Ils vont se lancer à vitesse relativement élevée et vous allez faire un signe que vous expliquez d'abord. Par exemple, si vous avez un bâton à disposition, par exemple, vous pouvez baisser le bâton au moment où l'élève arrive. Mais parfois,
le bâton ne se baissera pas. Vous leur faites à chaque fois la surprise, une fois vous le faites, une fois vous ne le faites pas. Et eux doivent être prêts à freiner au cas où. C'est un moyen de voir s'ils ont les bons réflexes et s'ils manient convenablement leurs freins. Avec la ligne droite toujours, on peut faire l'exercice de regarder derrière soi. Comment ça se passe? Les élèves vont se lancer un par un dans la ligne droite et ils vont devoir à un moment se retourner pour regarder ce qui se passe derrière eux. Ils vont regarder par-dessus leur épaule gauche. Ça sert évidemment à voir si une voiture est derrière eux, si elle est en approche, si elle est en train de les dépasser, bref, prendre connaissance de leur environnement. Pour vous assurer qu'ils vont vraiment regarder derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez à leur gauche, à l'entrée du parcours, à peu près là où se trouverait une voiture qui essaierait de les dépasser, et vous faites un signe, par exemple, un chiffre avec vos doigts. Et s'ils sont capables de répéter le geste ou le signe que vous avez fait, vous êtes certain qu'ils vous ont vu. Le slalom, c'est aussi une compétence de base, c'est savoir éviter des obstacles sans tomber dans l'obstacle et évidemment sans perdre complètement le fil de sa trajectoire. Typiquement, ce sera le premier parcours que moi j'utilise dans mes formations. C'est très révélateur et généralement il faudra faire 4 ou 5 fois le slalom pour chaque personne avant d'arriver à des bons résultats, mais assez rapidement les élèves progressent en confiance. Et enfin, l'exercice le plus compliqué de la partie des exercices en général, c'est de tourner à gauche. Pour faire une piste de tourne à gauche, vous voyez ici sur le schéma, il y a beaucoup de cônes qui sont nécessaires pour simuler différentes bandes de circulation, voire la rue dans laquelle ils vont aboutir. Il faut également plus d'espace. Généralement, on a besoin d'un recul de 40 ou 50 mètres pour la rue dans laquelle on va circuler. Et comme vous voyez, dans le tourne à gauche, il y a plusieurs étapes à connaître. Il faut à la fois pouvoir regarder derrière soi, signaler son changement de direction, changer de trajectoire, anticiper, regarder dans le carrefour. Toute une série de compétences qu'ils auront acquises durant les autres exercices. Cet exercice de tourne à gauche est bien la synthèse des différents exercices du jour. Vous considérez en général que si l'exercice de tourne à gauche est réussi par tout le monde, vous n'aurez en principe pas trop de problèmes avec ce groupe-là. Mais c'est à la fin de cette séance d'exercice qu'il vous faudra généralement prendre la décision la plus difficile, c'est de savoir si oui ou non on peut poursuivre avec le groupe dans la circulation. Parce que il est probable qu'une fois de temps en temps, vous aurez un ou une élève qui a de réelles difficultés de coordination, d'aisance sur son vélo et pour qui ça ne va pas encore. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez inviter l'élève à revenir plus tard à une autre formation, à s'être exercé en solo, notamment pour gagner de l'aisance avec son vélo, mais c'est généralement une situation extrêmement difficile à gérer sur le plan humain. Et maintenant, on peut se lancer dans le trafic. La première chose à faire, c'est de rappeler les règles. Comment est-ce qu'on va fonctionner dans le groupe? Je donne quelques exemples. Si vous avez 2 moniteurs, le premier moniteur est toujours devant, le deuxième moniteur est à l'arrière. Et on ne dépasse pas le moniteur de devant et le moniteur de derrière reste toujours le dernier du groupe. On explique aussi que même si on a le droit en ville de rouler à 2 de front quasiment partout, dans le groupe, on roulera en file indienne. Pourquoi? Car comme ça, nous sommes dans des conditions beaucoup plus proches de la réalité du cycliste lorsqu'il roule tout seul. Un petit truc aussi, dans un groupe assez disparate, vous aurez sans doute des élèves un peu plus agiles et plus rapides et d'autres qui sont plus lents. Ne mettez surtout pas les rapides devant. Généralement, l'élève qui est le moins bon dans les exercices, vous allez le mettre en tout premier. Comme ça, vous en tant que moniteur, pourrez avoir un œil directement sur la personne et vous vous retournerez régulièrement pour lui prodiguer des conseils. C'est bon d'avoir une assistance personnalisée, la personne vous en sera très reconnaissante généralement. On explique dans les slides suivants comment concevoir le parcours, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sera pas une balade en continu qui durera 1 heure ou 2. Généralement, on fera des petits arrêts à différents endroits du parcours. Et même, je préconise de faire un arrêt très rapidement vers le début. Pourquoi? Parce qu'ils auront roulé seulement 4 ou 5 minutes et là, vous pouvez déjà arrêter le groupe une première fois pour faire le point. Simplement prendre la température, demander aux gens comment ils se sentent, si personne n'a de grosses frousses. C'est important d'avoir ce dialogue pour justement lever les éventuelles craintes.
Quand vous donnez les règles au groupe, vous expliquez aussi que chacun roule et est responsable de sa propre sécurité. Ça concerne les priorités de droite, ça concerne aussi le franchissement des feux. Ce qui peut arriver, c'est qu'un véhicule surgisse de la droite à peu près au passage du milieu du groupe. Donc quand le moniteur qui est devant est passé, il n'y avait personne, il est passé, mais il doit bien expliquer que s'il y a quelque chose qui se passe plus tard dans le groupe, chacun doit pouvoir regarder et aviser en fonction. Donc le groupe s'arrête s'il faut céder une priorité de droite. Pareil, s'il y a un feu tricolore qui passe au rouge et qui coupe le groupe en deux. Dans ce cas-là, votre responsabilité en étant devant, c'est de regarder quasiment en permanence ce qui se passe derrière vous pour voir si votre groupe n'a pas été coupé. Et si c'est le cas, vous vous rangez juste après le carrefour sur le bas-côté sans trop gêner la circulation et vous attendez que la queue du groupe ait franchi le carrefour et vous rejoigne. Un petit truc de pro, si tous les élèves ont des gilets jaunes, vous mettez un gilet orange. Et votre moniteur second qui se trouve à l'arrière, un gilet orange aussi. Comme ça, de très loin, vous voyez très très bien l'autre moniteur et vous savez que votre groupe est au complet. C'est très facile, ça vous sauve la vie. Et dans le déroulement du parcours, vous essayez que ce ne soit pas monotone pour les élèves. Ça veut dire qu'il y a des moments où on roule en groupe, des moments où on s'arrête, où on fait de l'interaction. On peut éventuellement montrer un panneau ou un aménagement et expliquer de visu sur le terrain ce qui se passe à cet endroit-là. Et vous pouvez aussi permuter la position dans le groupe entre certains participants pour que ce ne soit pas toujours les mêmes à côté du moniteur. Et comme c'est le parcours dans le trafic qui ponctue la formation, c'est là qu'il faudra faire le mot de la fin. Alors généralement, ce qu'on peut faire, c'est encore reprendre la température du groupe et demander aux personnes du groupe si ils ont levé les appréhensions qu'ils avaient, si ça va mieux. Mais aussi s'assurer que ça ne va pas être une formation qui finalement n'aura servi à rien, que les gens vont remettre leur vélo dans leur garage et vont plus jamais y toucher, parce que ce ne sera pas le moment, parce que le temps n'est pas au beau fixe, etc. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire. On peut leur donner un petit papier avec les conseils de vélo-trafic. Ça a l'air de rien, mais un petit papier, quelque chose qu'ils ont physiquement dans leurs mains, ça va un peu marquer les esprits. On peut aussi leur proposer de visualiser leur prochain déplacement à vélo. Il y a une série de personnes pour qui le déplacement du lundi matin, le domicile-travail, est quelque chose d'absolument infranchissable parce que c'est vraiment trop complexe, parce que c'est loin, parce que c'est de la circulation dangereuse. Ce qu'on peut faire, c'est les inviter à visualiser leur prochain déplacement par leurs propres moyens, en disant si c'est pas possible d'aller au bureau parce que c'est encore trop tôt, vous n'avez pas encore le niveau, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple dimanche prochain, le dimanche matin, quand il n'y a personne dans votre quartier, vous prenez votre vélo et là, vous pouvez aller par vos propres moyens quelque part. Et petit à petit, la personne sait qu'elle a des objectifs et qu'elle est capable de s'en sortir par elle-même. Sinon, le déplacement trop ambitieux est trop décourageant. On a encore d'autres trucs, c'est par exemple après 2-3 semaines, envoyer un mail aux participants pour demander s'ils ont apprécié cette formation et s'ils ont continué à rouler à vélo. Ça fait partie des choses qu'on pourrait envisager aussi. Alors on passe maintenant au chapitre sur la manière de concevoir une séance. Il y aura un petit peu de redite avec ce qu'on a dit puisque vous avez déjà vu l'essentiel, donc on va aller un petit peu plus vite si possible. Hors circulation, le choix du site évidemment, un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit où on a la possibilité d'être là. Un point dont on n'a pas parlé, c'est les autorisations. Par exemple, si vous êtes sur un terrain privé ou si vous êtes dans un parc public, dans certains cas, il vous faudra l'autorisation du gestionnaire du site pour être là et pour donner secours. Dans les parcs, on a déjà eu les gardiens de parc qui nous ont demandé ce qu'on faisait là et on était bien content de pouvoir leur montrer le papier avec l'autorisation écrite. Et si vous êtes amené à concevoir un parcours, alors là, votre connaissance du terrain va être essentielle. Généralement, on essaye d'avoir un ordre de difficulté qui est croissant. Pour ne pas décourager les élèves, si possible, il faut commencer par des petites rues résidentielles. Et puis, augmenter progressivement le niveau de difficulté. Vous avez un petit rond-point, et puis seulement plus tard dans le parcours, vous aurez le gros rond-point dangereux de la commune. Il faut également réfléchir aux endroits où vous allez arrêter le groupe. Puisque généralement, toutes les 5-10 minutes, j'aime bien faire un petit arrêt avec le groupe pour faire le point. Et là, il faut trouver une petite place, il faut trouver un espace avec du recul et il faut également se dire, tiens,
quel sera le moment de la semaine où je vais donner ce cours? Est-ce que ce sera le samedi après-midi? Est-ce que c'est pas par hasard le jour de marché? Et là, il y aura justement énormément de bruit à cet endroit. Donc, tenez compte de l'environnement et des conditions réelles. Et évidemment, le but du parcours, c'est de ramasser un panorama des différentes difficultés que les cyclistes de votre coin auront à affronter. S'il y a évidemment la grande route nationale qui est dangereuse, ben, c'est utile de savoir comment affronter ce carrefour-là. Si votre problème chez vous, c'est plutôt les rails de tram, si c'est plutôt le fait que vous allez vous trouver dans des rues extrêmement étroites où il faut apprendre à tenir sa place, ben justement, vous saurez comment concevoir le parcours en fonction de ce qui est utile à savoir dans votre quartier. Et vous le voyez aussi, la vitesse du parcours. On roule beaucoup moins vite que lorsqu'on est nous-mêmes tout seul sur la route. Quand on est avec le groupe, on s'arrête fréquemment, on rectifie des points et on fait des exercices individuels. Donc au total, on a une vitesse de déplacement qui est de 10-12 km/h. Et les gens qui viennent au cours n'ont pas notre condition physique. Évidemment, 6-7 km, c'est bien assez. Il faut pouvoir réfléchir à un parcours qui tienne dans peu de kilomètres. Et encore un petit truc, c'est quand vous faites votre parcours, vous pouvez avoir un plan B. Sur mon trajet, j'ai une série d'options. Et en fonction du temps que j'ai à disposition, en fonction de la taille du groupe, un petit groupe, ça va plus vite qu'un grand groupe parce que les exercices individuels vont prendre moins de temps s'il y a moins de monde. Ça peut être aussi en fonction de la météo. Tout ça me permet d'allonger ou de raccourcir le parcours en court-circuitant certains endroits. Alors parfois on n'ira pas voir absolument tout ce que j'avais envie de voir parce que sinon ça va devenir beaucoup trop lent. Mais c'est aussi un petit truc qui peut vous sauver et rendre le cours beaucoup plus agréable pour les gens. Au niveau du matériel, là je ne vous lis pas le slide. Au niveau des inscriptions, si vous faites les inscriptions par vous-même, sachez que vous risquez d'être confronté à pas mal de surprises. Typiquement, il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Il y a des gens qui voient l'événement sur le site, qui ne s'inscrivent pas et qui viennent quand même. Il y a aussi des gens qui viennent mais qui pensent que c'est vous qui allez leur donner un vélo, qu'ils n'en ont pas prévu. Et enfin, la petite blague aussi, c'est que parfois les gens viennent avec des enfants de 6 et 8 ans en pensant que c'est un cours pour enfants. Donc vous allez devoir prévoir un peu tous les cas de figure et surtout clarifier un certain nombre de choses au niveau de l'inscription en expliquant, voilà, vous devez venir avec votre propre vélo, c'est un cours pour adultes, dans certains cas on peut prendre les adolescents, c'est mieux quand les parents sont là. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est 1 ou 2 jours avant le jour de la formation, recontacter individuellement chaque personne pour bien faire confirmer la présence le jour J. Parce que on a déjà eu des gens qui s'inscrivent 1 mois ou 2 mois à l'avance et qui d'ici là ont complètement oublié. Et pour la publicité, évidemment, on peut multiplier le nombre de supports, l'agenda, tous les différents sites où on peut promouvoir des événements. Le plus difficile souvent, c'est de lancer une formation à un endroit où on n'en a jamais fait. Là, il faut parfois être créatif. Ce qui marche bien dans ce genre de formation, c'est le bouche à oreille. Si vous avez fait la formation à quelques personnes, encouragez-les aussi au terme du cours à en parler. Ce sera votre meilleure publicité. Alors voici la partie qui fait évidemment peur à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on fait si on avait un accident? Alors avant toute chose, je vais vous rassurer, des accidents graves, on n'en a jamais eu. Parfois des petites égratignures, des petites chutes individuelles, mais jamais de choses graves. Cela étant, on doit toujours se préparer au pire. S'il y avait par exemple un accident grave, c'est-à-dire une voiture qui percute un cycliste du groupe, voire percute plusieurs cyclistes dans le groupe, et que vous avez une personne qui reste au sol, qui saigne ou qui est complètement évanouie. Alors là, vous voyez aussi, là ça va être plus les gestes de premier secours, et puis il y a aussi la question du suraccident. C'est quoi le suraccident? C'est on fait un gros attroupement autour du blessé et on se rend même plus compte qu'on est en train de marcher tous sur la route. On regarde plus trop le trafic, on est très concentré, on est dans l'émotion de ce qui vient se passer et tout d'un coup, il y a une voiture qui fauche un des membres du groupe qui se trouve sur la route. Le premier réflexe aussi, c'est évitons le suraccident, c'est sécurisons la zone et on ne se met pas à 25 autour de la personne. L'idéal, c'est que le moniteur ait la formation de secouriste.
pour savoir exactement comment est-ce qu'on met la personne en position de sécurité ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et quoi qu'il en soit, vous appelez le numéro d'urgence. Si un accident léger, c'est un peu le même principe, à part qu'il ne faudra pas appeler l'ambulance. Donc sur accident, on l'a dit. Il faudra aussi toujours s'occuper de la partie du constat. Donc dans votre matériel, prévoyez si possible un formulaire de constat d'accident. Si vous n'en avez pas, vous demandez à n'importe quel automobiliste de passage si vous ne pouvez pas avoir le sien. Pour les constats d'accident, il faut évidemment être extrêmement factuel. Totalement. Oh là, qu'est-ce qu'on fait là? Un constat. On fait un constat. Donc, vous avez tout à fait le droit d'avoir une autre interprétation de la situation que la partie adverse, et vous l'écrivez, mais vous restez purement objectif sur les faits, en disant, voilà, le cycliste venait comme ceci, il y avait telle signalisation, et l'automobiliste a, par exemple, franchi un stop, aurait dû céder le passage, il ne l'a pas fait, et c'est ça qui a causé l'accident. Vous exprimez votre version des faits. Si l'automobiliste n'est pas d'accord, il exprime sa version des faits, et ce sont les assureurs et la police qui trancheront en analysant vos déclarations. Mais s'il y a un accident, ce qui sera sans doute le plus difficile à gérer, ça va être le facteur humain. À la fois pour la personne qui aura été touchée, il faut voir si la personne est en mesure de continuer le cours. Tout dépendra s'il y a des blessures, mais aussi si psychologiquement ça ne va pas. Alors là, au cas par cas, vous décidez soit on fait une petite pause de 5-10 minutes et on respire tous calmement. Et si ça va vraiment pas, on s'arrange pour que la personne puisse rentrer chez elle tranquillement. Et on continue avec le reste du groupe. Pour les cas graves, on arrête évidemment tout le cours, surtout si le reste des participants est en état de choc aussi. C'est des choses qui peuvent arriver. Un petit mot aussi sur les assurances. Il faut bien comprendre que l'assurance du GRAC pour les vélotrafics, c'est pas la même chose qu'une assurance responsabilité civile individuelle, et c'est pas la même chose non plus que l'assurance en protection juridique qui est intégrée dans votre cotisation au GRAC. Si la formation vélotrafic était bien dans l'agenda du GRAC, c'est officiellement une activité du GRAC. Et si le moniteur a donné une instruction et que l'élève a appliqué cette instruction et qu'il y a eu un problème, dans ce cas-là, tout est couvert par l'assurance du GRAC. Par contre, si l'élève a fait une fioriture, a désobéi ou n'a pas du tout appliqué la consigne qui lui était donnée, si le moniteur a dit stop, et que l'élève, bien qu'il ait entendu stop, il a continué parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il fallait s'arrêter et qu'il a eu un problème, là, vulgairement parlant, c'est pour sa pomme. Et enfin, un petit rappel de la loi de 1995, parce que c'est une loi extrêmement méconnue. La légende dit que tout cycliste ou tout piéton qui a un accident est toujours en droit et que c'est scandaleux vis-à-vis des gentils automobilistes. En réalité, ce qui s'applique, c'est normalement le code de la route. Si vous avez fait un refus de priorité droite à un automobiliste et qu'il y a eu une collision, eh bien ce sera vous en tant que cycliste qui serez responsable de l'accident et vous devrez indemniser l'automobiliste, par exemple lui repayer ses frais de carrosserie. Ce que dit la loi de 95, c'est que quoi qu'il en soit, si vous avez des dégâts corporels, comme le cycliste ou le piéton n'ont pas d'obligation d'avoir une assurance pour être sur la voie publique, c'est l'assureur de l'automobiliste qui prendra les dégâts corporels en charge. Dans les faits, c'est plutôt le fonds des assurances, mais de toute façon, c'est jamais l'automobiliste qui est pénalisé par le contenu de cette loi. Mais faites attention parce que cette loi est très méconnue et elle a créé pas mal d'animosité envers les cyclistes. Eh bien, avec tous ces éléments, et c'était déjà assez copieux, on espère vous avoir donné assez de matière pour comprendre comment concevoir la formation, comment créer votre circuit idéal dans votre commune, ou reprendre éventuellement un circuit existant s'il existe déjà. Aussi, comment interagir avec les élèves, comment préparer, à quoi il faut faire attention, etc. Évidemment, en tant que moniteur, on est tous différents. Et heureusement, d'ailleurs, on apporte chacun notre petite couleur spéciale. Et certains sont mieux dans la communication, d'autres sont très bons pour la pratique ou pour montrer par l'exemple ou que sais-je. Alors évidemment, on n'a pas
pu tout mettre dans cette présentation. Il y aura ensuite, j'imagine, beaucoup de documentation qui va circuler avec les liens vers des ressources supplémentaires. N'hésitez pas à aller vraiment bûcher les questions de code de la route. Il faut aller aussi sur le site codedelaroute.be pour trouver encore des choses en plus. On n'a pas tout mis dans cette vidéo, sinon ça devenait vraiment très 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 long. La suite de cette vidéo, c'est qu'il y a un moyen d'interagir ensemble pour poser des questions ou pour approfondir encore la matière. Donc on aura encore l'occasion de pratiquer tout ça. Et évidemment, la formation du moniteur passe aussi par le fait de venir participer à des séances avec les moniteurs qui font déjà ce travail et de voir de visu comment ça se passe. Alors vous êtes d'abord observateur, puis la fois suivante, je crois que vous donnez le cours avec nous ou vous êtes le moniteur principal et on vous accompagne. Enfin, c'est un petit processus itératif qui s'adapte aussi à votre rythme. Et petit à petit, même très rapidement, vous pouvez devenir d'excellents moniteurs. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, au revoir.